Bon, top. Voilà, je suis ravie de vous voir encore une fois pour ce webinaire, un webinaire. Donc, c'est le troisième de la série qu'on a fait avec la French Craft. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Miali, qui va se présenter dans 2 secondes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'entendez rien, écrivez-nous. Voilà, on va y aller. Bien, bonjour vous m'entendez bien? Oui. Donc Miali, bonjour à toutes et tous. Donc Miali Randria Manantena, j'ai créé l'entreprise Entre Terre et Talent qui est spécialisée dans le développement de l'activité des professionnels des métiers d'art en France et à l'étranger, après une expérience au sein de grands groupes internationaux avec des fonctions à responsabilité achat, finance et commerciale. Alors, l'activité s'articule en 2 points. Rapidement, le premier, la sélection physique d'artisans d'art français dans les 8 domaines que vous pouvez voir à l'écran. Architecture et jardin, luminaire, céramique, textile, ameublement, décoration, métal, verre et cristal, restauration du patrimoine. En gros, tout ce qui est lié à des projets d'aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs. Et le second volet, c'est donc une activité qui est liée, tu peux passer à la prochaine slide, Stéphanie, donc de mise en relation. Tout ceci s'articule autour d'une plateforme digitale physique et de sélection de la sélection d'artisans d'art et les projets d'aménagement d'espace et d'intérieur des prescripteurs et des particuliers. Donc les avantages pour les artisans d'art, quels sont-ils? Eh ben, c'est la visibilité, le développement de leur activité et pour les clients, un accès à une sélection rigoureuse d'artisans d'art. Et la stratégie de vente, elle s'effectue via la plateforme, par une e-collection. Vous pourrez aller sur le site après la réunion. Et la réalisation de projets uniques depuis l'expression du besoin jusqu'à l'installation, la participation à des salons. Donc, une stratégie de vente multicanale. Parfait. Ah, Donc, j'éteins mon portable. oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Stéphanie Schnitz. J'ai créé l'agence Antea, qui est une agence de développement pour les marques de savoir-faire. Donc, je me suis donné comme mission de amplifier l'impact de ces entreprises-là à travers les techniques des startups, notamment dans le domaine de la stratégie de marque, du marketing digital et la communication internationale. Personnellement, j'ai toujours été entre marketing et métier d'art. J'ai commencé avec une formation en joaillerie contemporaine que j'ai fait en Allemagne. Par la suite, j'ai travaillé pour différentes marques à Paris et aussi au Brésil. Et puis, je me suis orientée vers le marketing et la communication. J'ai notamment transformé l'image de marque de la société aujourd'hui presque centenaire Samod. Et c'est une société qui fait des luminaires et on a mis en place une extension de marque, donc Samod Studio, une marque de luminaires design français qui est vendue aujourd'hui un peu partout dans le monde, mais essentiellement en France, en Allemagne, en Australie. Voilà. Alors, l'artisanat d'art et l'international, qu'est-ce qu'on peut dire? 2 grands points. Il y a l'avant et l'après-Covid 2019. L'avant, les savoir-faire français sont reconnus, surtout depuis le 2013, comme un secteur essentiel de l'économie. Ils font vraiment partie prenante de l'économie créative et ils sont reconnus comme l'excellence à l'international. L'artisanat d'art véhicule une image de prestige, d'originalité, et ça permet ainsi de revitaliser et de rendre les territoires attractifs. Ces composantes dont je viens vous parler sont confirmées. J'ai assisté à un récent webinaire organisé par Business France, qui est une structure gouvernementale qui aide les entreprises pour le développement à l'export et qui était présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce et de l'attractivité, Franck Riester. Donc vraiment, vous avez votre place à l'international. Et puis après, donc après Covid, donc depuis 2020,
on ne peut plus sortir de chez soi, en gros, entre guillemets. Donc, les consommateurs prennent soin de leur intérieur, qu'ils soient professionnels ou particuliers, à travers le monde. Il y a un recentrage sur soi. Et des récentes études montrent une scénarisation, une mise en scène des intérieurs, notamment via le réseau social Instagram. On y voit des mélanges de styles locaux, des recherches de pièces originales, vraiment pour se distinguer. Il y a vraiment une personnalisation qui est très forte. Et évidemment, les savoir-faire français ont leur rôle à jouer, et notamment, par exemple, en Chine, les pièces originales de prestige sont recherchées par les consommateurs en Chine. Voilà, et les mots-clés sont le confort, la matière, les couleurs, donc tout ce que la créativité française est capable d'apporter sur la scène internationale. Top. Donc, nous avons structuré ces webinaires autour de 3 thématiques. Donc, la première partie, c'est avant de se lancer à l'international. La deuxième, préparer le lancement. Et la troisième thématique, c'est assurer la transformation. Donc, avant de se lancer, on a envie de vous dire, recentrer. C'est important de se recentrer sur quelle est mon offre. Très souvent, les artisans d'art pratiquent plusieurs métiers, mais quel est mon cœur de métier? Dans quel domaine suis-je excellent? Où j'apporte une vraie valeur ajoutée pour le client final? Il faut savoir que le développement à l'international implique des investissements, donc savoir raconter son histoire, qu'est-ce que je peux entreprendre? Est-ce que j'ai les ressources humaines pour cela? Généralement, je suis tout seul ou je suis une petite structure, TPE ou PME. Comment je vais m'y prendre? Quelles sont les compétences à disposition, d'un point de vue linguistique notamment, les capacités, mes moyens de production? Et ai-je les ressources financières nécessaires pour pouvoir aller à l'international? Et puis, le b.a-ba, est-ce que mon site internet est-il traduit en anglais, par exemple? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait son audit interne, comme Yali vient de vous expliquer, en fait, il faut, comme toujours, en fait, avant qu'on se lance dans une nouvelle aventure, il faut commencer à réfléchir quels sont mes objectifs. Donc, qu'est-ce que vous attendez du fait d'exporter? Est-ce que vous voulez augmenter tout simplement les ventes? Est-ce que vous voulez faire des économies d'échelle? Donc, en fait, l'important, c'est de pas juste se fixer des objectifs, mais de se fixer des objectifs SMART. Donc, SMART, ça veut dire intelligent en anglais, mais c'est surtout une abréviation pour un certain nombre d'éléments. Donc, ça veut dire, ça doivent être des objectifs qui sont spécifiques, donc ils sont clairement définis. Elles doivent être mesurables, atteignables, réalisables et temporairement définis. Donc, si je dis je voudrais bien commencer à exporter dans tel ou tel pays, c'est quoi en fait sous 1 an, quel est le chiffre d'affaires que j'aimerais bien faire? Ou combien de boutiques ou de distributeurs aimerais-je trouver jusqu'à 3 ans? Aimerais-je avoir dans les 3 ans à venir? Quel est le nombre de personnes que je veux avoir dans ma communauté jusqu'à telle date? Donc tout ça, si vous fixez des objectifs mesurables, en fait, vous devez, c'est là où vous pouvez regarder si vous avez atteint vos objectifs ou pas. Et surtout aussi, vous devez donc mettre les ressources en face pour vous donner les moyens en fait de les atteindre. Il y a différentes approches et ça dépendra en fait si vous êtes un créateur qui travaille seul dans son atelier ou si vous êtes entreprise qui a peut-être un peu plus déjà des salariés, peut-être des commerciaux propres ou quelqu'un qui s'occupe du marketing et de la communication. Donc, vous allez avoir des ressources qui vont être différentes et donc vous pouvez ajuster votre approche en fonction. Si vous êtes sur le point de la
première approche. Donc, c'est la première fois que vous voulez vous imaginer peut-être de commencer à exporter. En général, vous commencez par tester. Vous allez tester la résonance qui ont vos produits sur un salon avec une orientation internationale, comme par exemple Maison Objet, Révélation, Émergence. Et donc ça, c'est vraiment la première chose où vous allez regarder qu'est-ce que ça peut donner. C'est un investissement qui est raisonnable et ça va vous donner un certain nombre de retours qui va vous éclaircir sur l'approche qui va suivre. Vous allez travailler d'abord, non pas une stratégie active, mais vous allez répondre aux demandes entrantes. Donc, vous allez commencer à parler de vous, vous allez commencer à vous montrer qui réagit, qui va me demander des choses. Et en troisième lieu, vous allez commencer à peut-être travailler avec des distributeurs ou des agents commerciaux dans certains pays. Donc ça, c'est la première approche qui vous permet de tester globalement en fait, le potentiel que vous avez sur différents marchés. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer dans la phase de croissance. Donc, pour vraiment faire ça, il faut déjà être un peu plus structuré, il faut peut-être être un peu plus accompagné, un peu plus grand, ça dépend. Là, vous allez vraiment cibler les pays qui ont pour vous le plus de potentiel. Vous allez faire une étude de marché, vous allez rentrer un peu plus dans les détails et vous allez surtout définir une stratégie claire de développement où vous allez travailler ce marché activement. Donc là, vous allez éventuellement, peut-être pas tout de suite au début, mais vous allez réfléchir à avoir peut-être vous commerciaux propres, avoir une approche de communication vraiment ciblée pour ce pays, de créer même peut-être une structure locale. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième niveau qui va vous permettre donc de travailler un marché de manière beaucoup plus ciblée. Alors, comme le dit Stéphanie, le plus important, c'est en gros l'étude de marché. L'international, il y a énormément de perspectives, comme je l'ai dit au tout début, pour l'artisanat d'art. On aurait envie d'aller partout, vous me direz. Mais quel est le plus simple? Quel est le marché à fort potentiel? Est-ce que je peux prioriser celui qui est facilement accessible? Alors, bien évidemment, il y a l'Europe. À proximité, vous avez la Suisse, vous avez l'Allemagne, vous avez les pays scandinaves, vous avez l'Italie. Et vous avez aussi, de par mon expérience, les Émirats arabes unis, qui sont à 6 heures de vol. Et Dubaï, par exemple, le hub du marché de la décoration haut de gamme, qui est un marché international, il y a de très bonnes perspectives de développement d'activité. Donc, avec des prescripteurs internationaux qui rayonnent dans le monde entier. J'ai pu y rencontrer des interior designers qui sont leur siège social à Los Angeles, aux États-Unis, et qui, depuis Dubaï, signent des contrats pour la Grande-Bretagne et pour l'Afrique du Sud, enfin, dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que toutes les composantes sont présentes pour développer une activité. La stabilité politique, un régime économique très libéral, des conditions fiscales et réglementaires avantageuses, des services bancaires et assurances fiables, puis d'un point de vue culturel, un pays musulman avec une forte influence anglo-saxonne, donc on y parle à la fois arabe et anglais, mais qui est très ouverte sur le monde. Il y a une communauté d'expatriés français qui est importante, je peux vous dire, ayant eu un stand sur place, le monde entier est vraiment présent, d'est en ouest et du nord au sud. Donc voilà, c'est important de bien identifier les principaux critères d'accessibilité, de stabilité politique, de concurrence, langue et culture, de devise, le revenu national. Voilà, toutes ces études clés qui vont me dire « Ah oui, j'y crois, je vais pouvoir y aller ». Et puis bien évidemment, bien être vigilant sur la réglementation, la propriété intellectuelle et les droits de douane. Donc des éléments clés avant de préparer son lancement. Voilà. Oui. Voilà, une fois qu'on a décidé quel marché on veut approcher, il
faut trouver la bonne approche et vraiment bien préparer le lancement. Donc, chaque pays a ses propres habitudes et parfois aussi des différents degrés de maturité. Donc, pas tout le monde est sur le même degré de maturité que la France. Par exemple, juste, en fait, l'achat en ligne pour des montants élevés, c'est quelque chose qui est assez normal aux États-Unis. En France, les objets de valeur, comme la joaillerie, ça s'achète très rarement en ligne. Donc, c'est en train de changer, mais la vente en ligne pour un certain nombre de produits peut être la bonne approche dans certains pays, mais pas partout, pas pour tout produit. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. La première chose à faire quand on s'adresse à un nouveau marché, c'est essayer de comprendre son persona. Persona, c'est dans le jargon le portrait robot de votre client type. Donc, il faut essayer de comprendre comment, où se renseigne cette personne, où est-ce qu'elle va chercher ses produits, dans quel canal ils sont présents. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre clairement comment réagit votre client dans la culture cible, dans le pays cible, et d'adapter après toutes ces démarches pour bien le rencontrer au bon endroit. Après, il faut adapter son offre aux habitudes des acheteurs. Donc là, on est en plein dans le marketing. On commence souvent à observer la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est quoi comme service? C'est quoi comme produit qu'ils proposent? Quelle est la garantie peut-être qu'ils proposent? On essaie d'estimer le degré de maturité pour voilà, les éléments qui sont importants pour notre marché. Ça peut être, par exemple, l'éco-responsabilité. Est-ce que mon produit il a une chance sur ce marché spécifique? Peut-être c'est un produit qui est très fort connoté éco-responsabilité, mais est-ce que le marché il est prêt ou il n'est pas assez connoté éco-responsabilité et le marché attend ça? Donc, tous ces petits éléments, il faut faire bien attention. Parce que c'est quoi les produits en fait qui arrivent à percer le plus facilement? Ce sont les produits qui sont innovants et qui sont différenciants sur le marché. Donc, si vous avez ça, vous avez un produit qui n'est pas soumis à la concurrence directe. Et si vous y ajoutez encore une note de design et si en plus il est protégé, là, vous avez vraiment, en général, toutes les chances de votre côté pour réussir. Voilà. Après, il faut aussi comprendre les canaux de distribution parce que chaque pays, en fait, a ses propres habitudes et ce n'est pas du tout le pays qui va s'adapter à vous. C'est à vous de vous adapter au pays et ça, en fait, globalement, c'est vraiment dans un état d'esprit général. Il faut, quand on travaille à l'international, il faut y arriver avec une manière un peu humble de celui qui propose quelque chose et qui essaye de comprendre et de s'intégrer. Donc, si on y arrive avec des grands sabots et essaye de s'imposer, en général, ça ne marche pas parce que le marché ne va pas s'adapter à vous. C'est vous qui devez vous adapter au marché. Et notamment les canaux de distribution, c'est très important. En fait, si jamais vous ne respectez pas le circuit habituel du pays, ça peut tout simplement vous empêcher à vendre. Voilà, je vais vous donner l'exemple de l'Arial. Je ne sais pas si Corinne est présente aujourd'hui. Donc, l'Arial, c'est une société bordelaise qui fait des luminaires en bois essentiellement. Si on imagine qu'elle a l'objectif de vendre ses produits aux États-Unis, on se heurte à un certain nombre de difficultés. Donc, par exemple, déjà, la première chose, en fait, le voltage aux États-Unis n'est pas de 220 volts, c'est de 110 volts. Donc, il faut être sûr que les produits, soit ils supportent, peu importe, ou il faut les adapter. Donc, peut-être il y a là des versions à LED où il y a des drivers qui doivent être adaptés à ce voltage-là. Deuxième élément, c'est les prises. Est-ce qu'ils ont les mêmes prises que nous? Ben non. Donc, du coup, est-ce que je prépare, j'ajoute un adaptateur
bah, c'est possible. Après, c'est pas très élégant. Donc, je propose donc la bonne prise tout de suite montée. Bah, ça me fait des références en plus. Après, quelles sont les normes, en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui attend le marché américain au niveau de la certification? Il faut se renseigner, il faut regarder. La devise, est-ce que mon site internet est adapté pour que les clients puissent payer en dollars? Est-ce que moi, peut-être, ça me fait beaucoup de frais d'échange? Donc, c'est tous des petits éléments en fait qu'il faut intégrer. Et toutes ces adaptations, bah, ça va vous donner du travail parce que si vous allez avoir plus de références produits, vous allez devoir augmenter peut-être les stocks, vous allez avoir plus de pièces détachées à gérer, vous allez avoir de la documentation obligatoire. Donc, c'est tous des petits éléments que vous allez sur un pays, ça va peut-être, mais si vous en avez 5 ou si vous en avez 10, il faut bien les choisir les pays pour être sûr que derrière, on est tout à fait capable de suivre et de pouvoir absorber toute cette charge de travail supplémentaire. Alors, tous ces éléments dont on vient de parler, eh bien, il faut qu'on aboutisse à une vente et cela implique de sécuriser ces ventes, qu'on y trouve son intérêt et que le client y trouve aussi son intérêt. Donc, les ventes, il est préférable de bien discuter. C'est un accord gagnant-gagnant et donc de sécuriser les ventes à travers un accord commercial ou un contrat. Notamment, on les a cités ici, le prix de vente à l'export, le transport, l'emballage, la propriété intellectuelle et la responsabilité. Un point qui est commun à tous les pays, c'est le prix de vente. Le prix de vente vendu en France n'est pas le même que le prix de vente vendu dans le pays. Par exemple, lors d'un de mes premiers salons maison et objets, j'ai eu la bonne expérience, on va dire. Un architecte d'intérieur d'hôtellerie de luxe, basé à l'île Maurice, me commande une bonne commande significative. Et donc, je lui présente les prix de vente ex-works, sortis d'atelier, en lui disant qu'un pourcentage d'environ 50% sera ajouté à ce prix de vente, qui correspond à l'adaptation produit, l'emballage, le transport et les droits de douane. Et puis, en fait, il s'avère, en revenant à mon bureau et puis en discutant avec cet architecte d'intérieur, que le prix était multiplié par 3. Donc, il était difficile de sécuriser la vente à cause du prix de vente. Donc, en fait, il faut bien étudier toute la partie décomposition des coûts. Et avant de dire oui, c'est bon, je signe le devis, dire à son interlocuteur, écoutez, je vais regarder d'abord de mon côté et après on discute. Voilà, il y a aussi la partie prix de vente dans la devise du pays. Là, je vous ai donné un exemple, mais il faut passer par les prix de vente en euros, il faut passer par le dollar et ensuite par la monnaie locale aux Émirats arabes unis, pour reprendre mon exemple lors du salon à Dubaï. Faire attention aussi aux conditions de paiement. S'assurer que le paiement intervient au moins, ça par expérience, au moins à 70% avant l'expédition pour se prémunir de problèmes de trésorerie. Et puis, la notion de propriété intellectuelle, attention à la contrefaçon. Donc, avoir une clause concernant la protection des droits d'auteur, et quel que soit le pays. Enfin, concernant la responsabilité, les produits que vous vendez comportent des vices cachés. Donc, avoir cette clause qui permet d'éviter toute attaque de la part de l'acheteur sur une imperfection du produit permet de vous prémunir de toute responsabilité et d'avoir des impacts sur votre trésorerie. Donc, voilà, être attentif à signer un accord gagnant-gagnant pour être serein pour la suite de votre développement commercial à l'international. Ouais, c'est très important parce qu'effectivement, on ne pense pas que ça peut avoir un tel impact. Voilà, donc quand on a fait la partie
préparation, la partie marketing, il faut commencer à s'interroger sur la communication. Donc, quand vous communiquez, vous partez toujours de votre why, de votre pourquoi. Si vous avez assisté au premier webinaire autour de l'image de marque, ça va vous dire quelque chose. Donc, il faut toujours partir de votre vraie raison d'être, mais il faut l'adapter selon la culture à laquelle vous vous adressez. Donc, il y a des cultures qui sont très proches et il y a des cultures qui sont plus éloignées. Et selon, en fait, la différence, on va adapter plus ou moins notre discours. Donc, il y a toujours cette image, en fait, si on s'adresse à une culture musulmane, de ne pas montrer des femmes avec des non voilées, avec les cheveux blonds qui volent dans le vent. C'est quelque chose qui est naturel aujourd'hui, je pense, qui est une sorte de respect pour la culture cible. Mais c'est également, en fait, de beaucoup plus près, si jamais vous êtes, par exemple, ébéniste et vous vendez du mobilier de jardin en Scandinavie, en fait, il faut toujours essayer d'être le plus près de l'univers de votre cible. Donc, si vous mettez vos meubles de jardin dans un univers méditerranéen, dans le sud de la France, si vous allez utiliser ces photos-là sur le réseau ou partout où vous voulez, en fait, votre client en Scandinavie, il ne va pas s'y reconnaître. Ça va le dépayser, il va se dire « Ah ouais, c'est chouette, ça va le faire rêver ». Mais il ne va pas s'imaginer avec vos fauteuils, vos chaises, vos tables chez lui. Parce que chez lui, une partie de l'année il fait nuit, il y a beaucoup de neige, l'hiver est très très long. Ça n'empêche pas qu'il y a une grande culture justement de l'extérieur dans ces pays-là. Mais en fait, c'est le plus que vous arrivez à vous adapter, le plus le client va se reconnaître dans votre communication. Et c'est cette petite adaptation en fait qui va faire toute la différence. Donc, quand vous allez parler à des gens d'une autre culture à l'international, il faut toujours d'abord comprendre les habitudes locales. Il faut comprendre où on va chercher l'information, où on va... c'est quoi leurs attentes, pardon, j'ai l'impression il fait assez beau. C'est juste une incursion. Il y a Pascal qui vient. Bonjour Pascal de nous rejoindre. Par contre, on entend tout ce qui se passe. Si tu pouvais couper juste le... Voilà. Merci Pascal. À bientôt. Voilà, merci. Donc, il faut comprendre, il faut vraiment bien comprendre quelles sont les attentes à votre produit, mais aussi à votre marque. Et quelles sont les tendances que les personnes sur ce marché-là intéressent en ce moment. Qu'est-ce qui se passe un peu autour. Donc, et selon ça, il faut adapter sa communication. Il faut l'adapter dans son discours, donc dans le storytelling, mais aussi dans le story-making. Le story-making, c'est la partie, en fait, comment vous manifestez votre engagement. En fait, c'est quoi les partenariats que vous créez, c'est quoi les actions que vous menez pour montrer, en fait, votre engagement. Mais c'est aussi, en fait, la mise en page et les visuels. Je viens de parler de bien choisir, en fait, la belle mise en scène de ces produits, mais aussi la mise en page, en fait, dans les pays plutôt européennes. On a ce goût, en fait, pour une mise en page assez épurée, qui sont avec beaucoup d'espace autour des images, avec beaucoup d'espace autour des textes. Si vous allez en Asie, vous regardez des sites web, il y a énormément d'éléments, c'est blindé, on dirait, pour nous. Ça ne correspond pas du tout à notre sens de l'esthétique. Mais en fait, pour eux, c'est leur façon eux, ils trouvent ça correspond à leurs besoins. Donc, en fait, si vous avez envie de vraiment réussir à l'international dans des pays un peu lointains, vous pouvez aller jusqu'à adapter, en fait, vos outils de vente et à leur habitude locale. Et quelque chose que je trouve personnellement très important, c'est de communiquer dans la langue cible. Voilà, si vous voulez aller en Allemagne et vous ne parlez pas un mot allemand, vous allez avoir beaucoup plus du mal à percer que si vous mettez toute votre communication en allemand, si vous avez un commercial qui parle en allemand.
Et je sais que c'est plus dur pour les pays en Asie ou même bon, en Afrique, on a beaucoup l'habitude aussi de parler le français, l'anglais ou le portugais, donc de parler d'autres langues. Mais c'est toujours un avantage quand vous arrivez à parler dans la langue de votre culture cible. Voilà. Je vais faire un focus sur quelques mécanismes de la communication internationale parce que je trouve que c'est très, très important. Donc, si vous arrivez à comprendre mieux la culture à laquelle vous vous adressez, en fait, ça vous permet d'éviter des malentendus, ça vous permet d'aller plus vite, de gagner du temps et surtout… Je vais recouper le micro. Hop. Donc, ça vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Il y a des pays qui ont une communication… J'ai désactivé le micro de Pascal. Donc, il y a des pays avec une communication à contexte riche ou pauvre. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, une communication à contexte pauvre, c'est ce qu'on pratique essentiellement dans les pays anglophones, les pays de l'Europe du Nord. C'est qu'on dit très clairement ce que l'on veut dire avec des mots. Donc, on le dit, ou on dit ce qu'on veut dire, on le dit, et après, on fait le résumé. Donc, c'est un peu un classique pour les États-Unis, qui est le pays au contexte le plus pauvre. Et après, il y a des pays au contexte riche qui ont une dominance de la communication non verbale. Donc, en fait, on dit un certain nombre de choses avec les mots, mais ce que l'on veut vraiment dire, c'est ce qu'on dit entre les lignes. Et ça, c'est valable pour les pays de l'Afrique, les pays de l'Asie, et même dans les pays de l'Europe du Sud, c'est quelque chose qui est très, très utilisé. Donc, c'est des petits éléments, en fait, quand vous n'êtes pas conscient de cela, vous passez à côté de certaines choses et parfois, il vaut mieux reposer la question et reposer encore une fois la question jusqu'à ce qu'on est sûr qu'on a bien compris. Parce que c'est gênant, oui, ça peut être gênant, mais c'est encore plus gênant quand il y a un vrai malentendu et après on se trouve devant le client et en fait on s'est vraiment tout compris à travers. Donc moi, je vais juste vous donner un exemple. Donc je suis allemande et ça m'arrive assez régulièrement que je me trouve dans des réunions où on parle, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à une conclusion, que c'est pas clairement dit ce qu'on veut. Donc j'ai l'impression que c'est un peu… les Français sont un peu moins préparés, ils sont un peu moins constructifs, ça me semble un peu bizarre. Ben, voilà, l'Allemagne est un pays au texte plus pauvre que la France. Après, quand on parle avec quelqu'un qui vient des États-Unis, il va dire la même chose des Allemands. Oui, en fait, non, c'était pas assez clair à la fin de la réunion. Je savais toujours pas ce qu'on allait faire et ça me paraissait pas assez bien préparé. Donc, en fait, c'est tout simplement selon l'endroit où vous vous trouvez dans cette échelle. En fait, vous allez avoir une perception de l'autre pays qui va être différente. Et quand vous savez que les autres ont ce besoin, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez, si moi je sais que je travaille avec un Américain, à la fin, je vais relister et redire, bah, aujourd'hui on a dit ça et ça, et on va bâtir dessus. Et quand vous ne le savez pas, en fait, derrière, il y a des tensions qui vont se créer, donc il vaut mieux être préparé à ce type de situation. Le deuxième élément, c'est le rapport au temps. Donc, on a certaines cultures qui sont sur une perception du temps monochronique. C'est en général les cultures qui sont aussi qui ont une communication au contexte pauvre dans tous les pays anglo-saxons et vers l'Europe du Nord. C'est-à-dire, on avance vraiment de manière très, très linéaire.
On fait quelque chose, après on fait autre chose qui bâtit sur la première, on avance, on fait un troisième élément, et comme ça, on avance au fur et à mesure. Après, il y a les cultures polychroniques. Et les cultures polychroniques, en fait, ils avancent en parallèle, ils avancent en même temps, ils ont plusieurs projets qui avancent côte à côte et qui peuvent s'interférer, qui peuvent s'influencer, et on avance au fur et à mesure. Voilà. C'est pour quelqu'un qui vient d'une culture monochronique, c'est très, très difficile, en fait, d'accepter ce type d'avancement, et ça crée beaucoup de frustration. Donc, mieux vaut être conscient de cet élément-là et de peut-être l'intégrer, et de même ne pas hésiter en fait à dire est-ce que vous êtes d'accord là, est-ce qu'on a bien entendu la même chose, compris la même chose, est-ce qu'on va travailler comme ça ou comme ça, pour éviter un peu tous les malentendus. Et le troisième élément, c'est la création de la confiance. En fait, sur quoi se base la confiance? Il y a certains pays où la confiance se base sur des faits. Donc là, vous allez avoir plutôt une facilité de convaincre avec des éléments techniques autour de vos produits, tout simplement sans avoir eu aucun autre contact avant avec les personnes. Il y a d'autres pays où la confiance se base vraiment sur le relationnel et le vécu, où ce lien social est extrêmement important. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, qui est plus long à construire et qui, après, a une grande richesse par la suite. Mais dans ces pays-là, vous allez avoir des difficultés, en fait, de vous affranchir d'un partenaire local qui a justement cette richesse et qui a justement cette confiance dont le client a besoin pour acheter vos produits. Voilà. Une fois quand on a défini son approche marketing et son approche de communication, il va falloir donner de la visibilité à votre marque et à vos produits pour créer la demande. Donc, le marketing digital se prête extrêmement bien pour ça. Donc, il permet justement d'œuvrer à distance, qui est quand même un avantage considérable quand on travaille à l'international. Donc, vous pouvez être en France et quand même mener des actions très, très concrètes dans un pays spécifique et de soutenir ainsi les équipes du terrain. Donc, si vous arrivez à créer de la demande entrante, ça leur ouvre des portes et autres. Donc, pour ça, de nouveau, chaque pays a ses propres habitudes. Donc, dans le marketing digital aussi, il faut trouver les habitudes locales. Donc, par exemple, quels sont les réseaux sociaux qui sont utilisés? Juste un exemple, en Allemagne, LinkedIn est utilisé, mais un peu moins que Xing. Xing, c'est vraiment le réseau professionnel prédominant en Allemagne. Donc, si vous voulez faire de la prospection, bah, il vaut mieux passer par Xing que par LinkedIn. Donc, il faut créer son propre compte Xing et commencer à se créer des contacts, à se créer son réseau et à travailler l'approche comme ça. Un autre élément, c'est, moi, je trouve, si on veut vraiment réussir son approche dans un autre pays, le secret est souvent de passer par l'intérieur. Par l'intérieur, ça veut dire, en fait, il faut chercher les relais internes qui vont faire la promotion pour vous. Donc, c'est toujours beaucoup plus puissant quand quelqu'un dit que vous êtes formidable que quand vous dites de vous-même que vous êtes super. Donc, c'est très intéressant, en fait, de travailler avec des influenceurs, de travailler avec des podcasts, avec des médias, et surtout de créer aussi une communauté engagée, parce que cette communauté-là va parler de vous. Donc, c'est cette communauté qui va devenir votre porte-parole, qui va devenir votre ambassadeur dans ce pays. Voilà, un dernier exemple. Donc, je ne sais pas si elle est là, Lucie Lio, qui fait aussi partie de la French Craft. Donc, Lucie, elle fait du géo-verre. Donc, elle fait du verre marin. Elle fait de l'art de table
à partir de coquillages qu'elle transforme en verre et où elle crée des différentes collections. Donc, si on imagine qu'elle veut développer le marché allemand, elle va d'abord, donc si vous décidez, je veux développer le marché allemand parce que, voilà, en Allemagne aussi, il y a la mer, il y aura des coquillages, donc il y aura des restaurants qui vont avoir des chutes de coquillages qu'on peut réutiliser pour créer une gamme propre pour l'Allemagne. Et si vous décidez de faire un salon pour parler de ça, c'est quelque chose que vous savez déjà un certain nombre de mois à l'avance. Souvent, un salon, on se décide 1 an à l'avance de le faire. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir commencer à travailler le marché. Et c'est très important. C'est un salon, c'est pas parce que vous participez à un salon qu'il va devenir une réussite. Un salon va devenir une réussite quand vous le travaillez en amont et que, en fait, vous faites venir déjà, vous créez une certaine demande et vous faites venir les gens peut-être sur votre stand. Vous faites peut-être partie déjà de la liste des marques qui veulent absolument le voir. Donc là, vous avez déjà franchi la première barrière et vous pouvez, quand les gens viennent vous voir, déjà parler tout autrement avec eux. Donc, si vous êtes 1 an à l'avance, vous allez commencer à travailler votre communauté. Parce que cette communauté-là, vous allez pouvoir l'activer le moment venu, les inviter sur le salon. Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser les réseaux sociaux. Vous allez peut-être faire un peu de publicité, vous allez peut-être faire appel à des influenceurs, parler de votre marque auprès d'eux pour qu'eux, ils relaient l'information. Après, vous allez chercher des relais internes, donc on est dans le story making. Peut-être vous allez avoir des partenariats avec des associations, avec des personnes qui sont qui ont le même objectif que vous, qui travaillent autour des mêmes sujets, des mêmes thématiques, sans pour autant être un concurrent d'ailleurs. Vous allez vous adresser à la presse, à des podcasts, à des blogueurs et vous allez essayer d'approcher les principaux acteurs du marché. Voilà, tout ça, c'est des éléments que vous allez travailler pendant toute cette année qui précède votre salon. Et après, vous allez commencer à faire aussi un peu de prospection personnalisée. Vous allez vous adresser directement à des prescripteurs, des boutiques ou d'autres acteurs sur Xing en Allemagne ou LinkedIn, où vous allez passer par des annuaires professionnels que vous allez lister, que vous allez utiliser derrière en outreach, en cold call, selon les différentes approches qu'on peut avoir. Et c'est comme ça que vous allez réussir à remuer déjà un peu l'ensemble avant d'arriver sur le salon. Et ça va vous peut-être aussi ouvrir des portes que souvent il y a des événements qui sont le off du salon, donc un peu les événements en ville, où il y a encore des expositions, il y a encore un peu d'autres événements. Et là, vous allez peut-être avoir l'occasion d'exposer aussi. Donc, ça peut être très, très intéressant de travailler de cette manière et surtout, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir votre approche. Bien, Voilà. Alors tous ces bons conseils, et me direz-vous comment assurer la transformation? Donc, on va l'aborder en 3 points. Tout d'abord, assurer le suivi, ensuite transformer et ensuite pérenniser. Alors, assurer le suivi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, vous êtes sur votre salon, vous avez choisi votre marché, et donc du vécu très important. Vous avez un stand, vous faites partie d'un stand partagé, vous laissez venir les gens à vous et vous, avant que les personnes quittent le stand, il est important de demander leur carte de visite et noter tout de suite à chaud ce qui intéresse les personnes et de vous mémoriser et de mémoriser sur ce cahier de quoi vous avez discuté. Ces éléments vous permettront d'assurer le suivi personnalisé au retour, notamment par un remerciement par email, au moins 1 semaine maximum, pas au moins, maximum 1 semaine. Puis, continuer à être présent, même à distance, via le digital, donc des newsletters, l'actualité sur votre site internet, la presse, bref, il faut être présent, que ce soit en physique, soit par le digital. Et notamment, l'échange est très, très important dans certaines cultures.
notamment au Moyen-Orient, la proximité est importante. Il faut continuer à échanger, téléphoner, voire se déplacer si c'est possible, ou se faire représenter par un acteur local, parce que loin des yeux, loin du cœur. Bon, et ce maintien du contact permet de retourner plus rapidement dans le pays donné. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec la Covid. Je m'en suis rendu compte la semaine dernière avec des réunions téléphoniques avec le Japon et le Moyen-Orient et les États-Unis. Les personnes me demandaient « Est-ce que vous revenez nous voir ?» Voilà. Donc, il y a vraiment une appétence, je peux vous le confirmer, des métiers d'art français. Mais il faut savoir garder le contact. Ensuite, comment transformer? Alors, vous pouvez dire, oula, ça paraît monumental. Et effectivement, vous pouvez faire votre apprentissage seul, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et bon, donc, sachant qu'il y a chaque pays a ses propres spécificités, donc il y a 2 points à retenir. Il y a des aides publiques et des aides privées, donc des aides régionales à travers la CCI de votre région, à travers Business France, donc l'antenne de développement gouvernemental qui favorise le développement des entreprises à l'export. Il y a les chambres de commerce extérieures dans les pays visés. Et puis, il faut savoir qu'il y a un plan de relance export. Alors, je n'ai pas d'action au gouvernement, mais c'est important de le savoir. Il y a un plan de relance export de 250 millions d'euros pour aider les entreprises françaises du marché de la décoration haut de gamme luxe, notamment pour réussir et s'exporter vers les marchés étrangers. Et puis après, les experts privés, ça peut être des experts privés sur ces marchés. Notamment, vous avez la possibilité de vous associer avec des entreprises françaises qui sont déjà présentes depuis plusieurs pays dans la zone, notamment via des anciennes, via des enseignes, des distributeurs, des agents, bien évidemment, moyennant une commission. Donc voilà, s'entourer, c'est important, que ce soit par des experts publics ou des experts privés. Et enfin, pour pérenniser. Oui, donc l'international, ça a énormément de potentiel, mais c'est toujours un investissement. Donc, si vous avez réussi à trouver la bonne approche, si vous avez les ressources nécessaires, en fait, il vous faut toujours la persévérance. Il faut trouver en fait le bon dosage, il faut avoir les épaules pour tenir un peu dans le temps, parce que c'est pas forcément dès que vous arrivez quelque part que vous allez avoir la grande réussite dès le départ. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours de prévoir un peu large et de s'attaquer vraiment à un marché qui correspond à ses propres ressources et possibilités. Ce qui est très important, c'est de prendre toujours, au moins une fois par an, un peu d'auteur, de revoir sa stratégie. C'est pour ça qu'on s'est fixé des objectifs SMART au début. Comme ça, on peut regarder, est-ce qu'on les a atteints? Si on les a atteints, top. Si on les a dépassés, c'est encore mieux. Et si on ne les a pas atteints, dans ce cas-là, il faut regarder pourquoi et quels sont les moyens qu'il faut mettre dessus pour vraiment réussir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, si jamais vous avez envie de vous lancer à l'international, sachez qu'on est là tous les deux, Miali et moi. Donc, si vous avez des questions autour de l'approche globale et peut-être même un accompagnement commercial, n'hésitez pas à contacter Miali. Moi-même, c'est plus la partie communication internationale et l'approche de marketing digital. Donc, on vous offre un rendez-vous téléphonique de 30 minutes pour faire le tour de votre problématique et pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et vous donner bien sûr aussi les premiers conseils. Voilà, je vous remercie.